Il fut un temps où les vents du Sahel soufflaient. L'unité et la résistance. Aujourd'hui, ils soufflent la méfiance, l'isolement et les choix décisifs. La région du Sahel, longtemps ignorée du grand public international, est devenue l'un des foyers les plus critiques de l'instabilité mondiale. Située entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, elle représente bien plus qu'une ligne géographique. C'est une frontière symbolique entre les intérêts africains, occidentaux et orientaux. Au cœur de cette zone tourmentée, le Mali, pays au passé glorieux et à la culture riche, traverse l'un des moments les plus décisifs de son histoire contemporaine. Après plusieurs coups d'État successifs, une transition politique difficile et un rejet assumé de l'influence française, Bamako se retrouve aujourd'hui face à un isolement croissant, en particulier de la part d'un acteur majeur, l'Algérie. L'Algérie, longtemps vue comme un médiateur régional et un voisin vigilant, semble désormais prendre ses distances avec le Mali. Des tensions politiques et idéologiques liées à la gestion des groupes armés et aux relations avec les opposants maliens ont creusé un fossé diplomatique inquiétant. Mais face à cet isolement régional, le Mali ne se replie pas sur lui-même. Il regarde désormais vers l'Est. Une puissance, en particulier, attire son attention, la Russie. Perçue comme un allié militaire, politique et stratégique, Moscou est devenu un nouveau pilier du régime malien, notamment à travers la présence du groupe Wagner. Cette vidéo vous propose une plongée dans les jeux de pouvoir et les choix cruciaux qui redessinent la carte de la région. Pourquoi l'Algérie s'éloigne-t-elle du Mali? Que cherche à construire l'AES? Et surtout, Goïta fait-il le bon pari en misant tout sur la Russie? Accrochez-vous. Ce qui se joue ici dépasse les frontières du Sahel. Il s'agit d'un combat entre souveraineté, dépendance et influence mondiale. Pendant longtemps, le Mali et l'Algérie ont partagé plus qu'une frontière, une vision commune de stabilité régionale. L'Algérie jouait le rôle de médiateur dans le conflit malien, notamment avec les groupes armés du Nord, à travers les accords d'Alger de 2015. Elle se positionnait comme une puissance régionale neutre, attentive aux intérêts de ses voisins. Mais aujourd'hui, cette relation semble brisée, voire empoisonnée. Le tournant s'est amorcé à partir de 2021, après la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta. L'arrivée d'un pouvoir militaire assumé à Bamako, accompagné d'une rupture brutale avec la France et de l'installation des mercenaires russes du groupe Wagner, a profondément bouleversé l'équilibre géopolitique régional. Et l'Algérie n'a pas tardé à afficher ses inquiétudes. Mais le point de rupture le plus sérieux est survenu lorsque les autorités maliennes ont accusé Alger de soutenir certains groupes d'opposants, notamment ceux qui ont fui Bamako après les coups d'État. Le gouvernement malien reproche à l'Algérie d'héberger et d'écouter les leaders touaregs et autres figures critiques du pouvoir militaire, au nom du dialogue inclusif. Pour Bamako, cette position est vécue comme une trahison. De son côté, l'Algérie justifie ses actes au nom de la diplomatie traditionnelle et de la stabilité régionale. Elle rappelle qu'elle n'a cessé d'appeler au dialogue entre toutes les parties maliennes, y compris celles qui sont en exil. En réalité, Alger semble inquiète de l'influence croissante de Moscou à ses frontières et de l'éventuelle militarisation de la région par des puissances étrangères. Les tensions sont montées d'un cran lorsque l'ambassadeur algérien a été convoqué à Bamako, et que la presse malienne a multiplié les critiques envers la position ambiguë d'Alger. De simples désaccords diplomatiques, on est passé à une méfiance ouverte. Aujourd'hui, les deux pays s'observent comme des adversaires silencieux, là où autrefois, ils coopéraient. Ce divorce diplomatique n'est pas seulement symbolique. Il risque d'affaiblir davantage la lutte contre les groupes terroristes et d'isoler le Mali dans son propre espace régional. Surtout, il expose une fracture idéologique profonde
entre une Algérie qui veut préserver un certain équilibre régional et un Mali qui veut rompre avec tous les anciens codes de dépendance. L'Alliance des États du Sahel, AES, est née dans un contexte de rupture. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de créer une nouvelle alliance militaire et politique, rompant ainsi avec l'ordre régional traditionnel dominé par la CEDEAO et les puissances occidentales. Un acte fort, une déclaration de souveraineté. Cette alliance est le fruit d'une vision commune, l'émancipation. Les trois pays ont en commun d'avoir connu des transitions militaires récentes, d'avoir expulsé les forces françaises de leur sol et de s'être rapprochés de nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Turquie. Mais au-delà des discours de rupture, que cache réellement l'AES? Est-ce une véritable alternative régionale ou un simple réflexe défensif face à l'isolement diplomatique? Officiellement, l'AES vise à mutualiser les moyens militaires pour lutter contre le terrorisme, coordonner les politiques de sécurité et défendre l'intégrité des régimes en place. Dans les faits, elle fonctionne surtout comme une alliance de survie, unie par la peur d'être renversée de l'intérieur ou sanctionnée de l'extérieur. Sur le plan militaire, les pays de l'AES ont réalisé des opérations conjointes, notamment dans les zones frontalières tripartites. Des progrès visibles sur le terrain, mais encore limités par un manque de moyens, d'équipement et de coordination opérationnelle. Sur le plan diplomatique, l'AES tente de s'imposer comme une voie alternative en Afrique. Ses leaders multiplient les déclarations contre l'impérialisme occidental, dénoncent les sanctions de la CEDEAO et revendiquent une nouvelle voie panafricaine. Mais cette stratégie les isole de leurs voisins plus modérés, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou même l'Algérie. L'un des risques majeurs de cette alliance réside dans sa fragilité institutionnelle. Aucun traité solide, peu de mécanismes de gouvernance clairs et une dépendance importante vis-à-vis des partenaires extérieurs comme la Russie. Sans équilibre interne ni stratégie de long terme, l'AES pourrait rapidement se heurter à ses propres limites. Enfin, il est crucial de noter que l'AES reste politiquement controversée. Certains la voient comme une résistance légitime des peuples africains. D'autres, comme une coalition de régimes militaires cherchant à se protéger mutuellement en sacrifiant la démocratie et les libertés. Alors, l'AES est-elle une nouvelle forme d'indépendance africaine ou une forteresse fragile, bâtie dans l'urgence? L'histoire tranchera. Mais une chose est sûre, le Mali, en s'enfermant dans cette alliance, s'éloigne de plus en plus de ses anciens partenaires et s'enfonce dans une logique d'affrontement global. Dans les couloirs du pouvoir malien, un nom revient sans cesse, Assimi Goïta. Jeune colonel formé à l'étranger, héros pour certains, putschiste pour d'autres, il incarne aujourd'hui une nouvelle ère de rupture. Celle d'un Mali qui tourne le dos à ses alliances traditionnelles, au premier rang desquelles figure la France pour se projeter dans une relation inédite avec la Russie. Mais ce choix est-il vraiment un acte de souveraineté? Ou le signe d'une dépendance nouvelle, simplement déplacée vers l'Est? Tout commence en 2021, lorsque Goïta prend le pouvoir après un double coup d'État. Il hérite d'un pays épuisé par le terrorisme, déchiré par les divisions ethniques et profondément déçu par les promesses non tenues de ses anciens partenaires. La France, présente depuis 2013 avec l'opération Barkhane, n'a pas réussi à enrayer l'insécurité, bien au contraire. Le ressentiment populaire grandit, les manifestations se multiplient, et Goïta comprend qu'il peut canaliser cette colère pour légitimer sa position. Il prend une décision historique, expulser les troupes françaises, fermer les bases militaires occidentales et dénoncer les accords de coopération militaire avec Paris. Un tournant sans retour.
Dans le vide laissé par la France, Goïta se tourne vers une autre puissance, la Russie. Moscou répond immédiatement à l'appel. En quelques mois, le groupe Wagner est déployé dans plusieurs régions du pays. Officiellement, ce sont des instructeurs militaires. Officieusement, ils deviennent des acteurs clés dans la lutte contre les groupes armés et dans la sécurisation du régime. La Russie fournit aussi des armes, des avions et une couverture diplomatique au Mali dans les instances internationales. Le message est clair, tu me soutiens, je te protège. Mais ce pacte est risqué. Car Wagner, s'il est efficace sur certains terrains, est également accusé de violations graves des droits humains, d'exécutions extrajudiciaires et d'exactions contre les populations civiles. S'aligner avec Wagner, c'est donc accepter le prix du silence et de la brutalité. La relation entre le Mali et la Russie n'est pas égalitaire. Goïta a besoin de la Russie pour sa survie politique et militaire. La Russie, elle, voit le Mali comme une carte dans sa stratégie d'influence en Afrique, dans un contexte de confrontation avec l'Occident. Moscou place ses pions en Centrafrique, au Soudan, en Libye. Le Mali n'est qu'un élément de ce grand échiquier géopolitique. Et pourtant, Goïta continue de miser tout sur cette relation, parfois au détriment de ses liens traditionnels africains. Il joue une carte dangereuse, celle du tout ou rien, sans filet, sans pont de repli. Goïta sait que son pouvoir ne repose pas sur une élection libre, mais sur un équilibre instable entre armée, propagande et alliances étrangères. En s'adossant à la Russie, il gagne un bouclier, mais perd des alliés régionaux. L'Algérie s'en méfie, la CEDEAO le sanctionne, l'Occident l'isole. À long terme, cette stratégie peut piéger le Mali dans une dépendance étrangère masquée sous les habits de la souveraineté. Car quand tout repose sur un seul partenaire, que se passe-t-il si ce partenaire tombe ou change de stratégie? Goïta a-t-il raison de faire confiance à la Russie? Ou est-il simplement en train de changer de maître? Une chose est sûre, l'histoire du Mali se réécrit, non plus à Bamako, mais entre les mains d'intérêts globaux. Et le peuple malien, lui, attend toujours la paix. Depuis quelques mois, une idée circule avec insistance dans les milieux diplomatiques et médiatiques. Le Mali serait de plus en plus isolé. Isolé de ses anciens alliés, isolé de ses voisins, isolé même de certaines organisations africaines. Mais cette affirmation résiste-t-elle à une analyse plus fine? Le Mali est-il réellement exclu du jeu régional, ou a-t-il simplement choisi une autre voie? Objectivement, les signes d'un isolement diplomatique sont bien réels. Le retrait du Mali de la CEDEAO, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, a constitué un séisme régional. En se coupant de cette organisation ouest-africaine, le pays a perdu un canal d'influence historique, un espace de coopération économique et un filet de protection diplomatique. Par ailleurs, les relations avec l'Union africaine sont devenues tièdes, presque inexistantes. Et avec l'Algérie, comme vu précédemment, le dialogue s'est rompu ou gelé sur plusieurs dossiers sensibles. Quant aux partenaires occidentaux, ils ont fermé ambassades, suspendu aide ou émis des condamnations à répétition. Mais du côté de Bamako, cette situation n'est pas subie. Elle est revendiquée comme un acte de souveraineté. Pour le gouvernement malien, ce n'est pas un isolement, mais un désengagement volontaire de structures perçues comme néocoloniales ou complices de déstabilisation. Assimi Goïta et ses ministres martèlent ce message. Nous préférons être seuls et libres qu'entourés et dominés. Dans cette logique, le retrait des alliances traditionnelles est un passage obligé pour reconstruire un Mali indépendant, qui choisit ses partenaires selon ses intérêts stratégiques, notamment la Russie, mais aussi la Chine, la Turquie, ou même certains pays du Golfe. Ce choix d'auto-isolement présente toutefois de sérieux risques à moyen terme. D'abord, sur le plan économique. Sans coopération régionale,
Les échanges sont ralentis, les sanctions pèsent et la croissance souffre. Ensuite, sur le plan sécuritaire, la coordination avec les États voisins devient plus difficile, ce qui peut renforcer la circulation des groupes terroristes entre les frontières poreuses. Enfin, sur le plan symbolique, le Mali pourrait apparaître comme un acteur imprévisible, ingérable, voire infréquentable, ce qui décourage les investisseurs et affaiblit sa crédibilité internationale. Alors, l'isolement du Mali est-il réel ou exagéré? La vérité se situe peut-être entre les deux. Le pays s'éloigne des cercles anciens, c'est un fait. Mais il ne se replie pas. Il se repositionne, dans une tentative audacieuse de refonder ses alliances, même si cela signifie affronter l'incompréhension, voire la solitude. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel dépasse de loin les frontières du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. La région est devenue l'un des nouveaux théâtres d'un affrontement global, une scène où se croisent des intérêts politiques, économiques, sécuritaires et symboliques. Car derrière les discours d'indépendance, les déclarations de souveraineté et les ruptures avec les puissances occidentales, une autre lutte plus souterraine est en cours. Une lutte pour l'influence, pour le modèle, pour le récit. Et dans ce jeu d'échecs planétaires, chaque mouvement du Mali en dit long sur les fractures du monde contemporain. Pendant longtemps, l'Occident, principalement la France, l'Union européenne et les États-Unis, s'est présenté comme le garant de la stabilité africaine. Coopération militaire, aide au développement, soutien institutionnel. Mais ces efforts, bien que réels, ont laissé place à une immense frustration populaire. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, ils sont apparus comme des instruments de contrôle plutôt que d'émancipation. Au Mali, au Burkina, comme ailleurs. Comme ailleurs, les jeunes générations ne veulent plus d'un partenariat basé sur des rapports de supériorité. Elles veulent être respectées, écoutées, traitées en égal. Et ce que l'Occident a échoué à offrir, la Russie l'a promis avec force et simplicité. La Russie, par le biais de Wagner, d'accords militaires et de discours anti-impérialistes, s'est installée dans l'espace laissé vide par les puissances européennes. Mais son engagement est moins idéologique que stratégique. Reprendre la main dans le monde post-soviétique, multiplier les zones d'influence, gagner des soutiens à l'ONU et ailleurs. Quant à la Chine, elle agit plus discrètement par l'économie, les infrastructures, les prêts. Elle construit sans bruit mais avec ambition, cherchant à redessiner les routes du commerce mondial, et le cœur du Sahel en est une pièce. Ces puissances ne viennent pas pour libérer. Elles viennent pour négocier, influencer, échanger des intérêts. Le Mali n'est ni un pion ni un roi. Il est une carte à jouer, une ressource stratégique dans un échiquier où chacun défend sa version de l'ordre mondial. L'Algérie, acteur clé de la région, se trouve dans une position délicate. Elle se méfie autant de la France que de la Russie. Elle cherche à maintenir une posture d'équilibre, mais ses hésitations sont perçues par certains comme une forme de duplicité. En réalité, Alger joue la carte du temps long, garder les canaux ouverts, éviter l'effondrement de la région, préserver son influence sans s'engager directement dans les conflits internes. Ce n'est plus seulement une crise sécuritaire ou diplomatique. C'est une guerre des récits. Qui contrôle le sens des mots comme souveraineté, libération, dépendance, paix? Qui écrit l'histoire que retiendra le monde sur cette période? Et surtout, qui détient le pouvoir de dire ce qui est bon pour l'Afrique? Le Mali, en choisissant la Russie, en rompant avec ses anciens partenaires et en s'isolant de certains voisins, n'agit pas seulement pour son intérêt immédiat. Il envoie un signal, il incarne une contestation. Une rébellion contre un ordre mondial jugé injuste. Une tentative, peut-être désespérée, de réinventer les équilibres du pouvoir. Mais cette quête, aussi noble soit-elle, n'est pas sans risque. Car dans cette bataille silencieuse entre empires anciens et émergents,
Les peuples pris au milieu ne votent pas, ne décident pas et trop souvent ne survivent pas. Il y a des nations qui avancent avec des cartes claires. D'autres, comme le Mali, avancent dans le brouillard, un pas après l'autre, guidés non par des routes, mais par des cicatrices. Le Mali est ce corps blessé qui cherche encore un souffle nouveau. Un territoire vaste, creusé par l'histoire, secoué par les hommes, tiraillé par des choix impossibles. Il a tendu la main à ses voisins. Certains l'ont saisi, d'autres l'ont laissé trembler dans le vide. Il s'est retourné vers d'autres puissances, et à chaque pacte signé, à chaque rupture proclamée, une nouvelle question s'impose. À qui appartient l'avenir? Goïta, la Russie, l'AES, l'Algérie, la CEDEAO, la France, l'ONU. Des noms, des alliances, des tensions. Mais derrière ces mots, il y a des visages, des villages, des enfants qui ne connaissent ni la géopolitique, ni les stratégies militaires, mais qui savent reconnaître la peur quand elle frappe à la porte. Qui savent que la sécurité ne se décrète pas, qu'elle se ressent ou qu'elle disparaît. Le Mali n'est ni un héros, ni un traître. Il est une âme en quête de forme, une patrie en quête de voix. Une terre où l'on se bat pour décider qui aura le droit d'espérer. Goïta parie sur la Russie. Mais un peuple ne peut pas se nourrir uniquement de soldats étrangers. Il a besoin de racines, de paix, de dignité. Et pourtant, dans ce tumulte, quelque chose naît. Une parole nouvelle, un refus, une volonté de ne plus plier le genou, même sous la tempête. Peut-être que c'est là, justement, que se jouait l'essentiel. Non pas dans les grandes décisions stratégiques, mais dans cette force intérieure, cette foi muette qu'ont les peuples à survivre à tous ceux qui prétendent les sauver. Alors la question reste ouverte, suspendue, brûlante. Le Mali s'est-il libéré? Ou s'est-il simplement déplacé dans une autre cage? Et toi, que ferais-tu si tu ne pouvais plus faire confiance à personne, sauf à toi-même? Peut-on bâtir un avenir quand on est seul sur le champ de bataille, entouré d'amis conditionnels, de voisins silencieux et de puissances qui ne viennent qu'avec un agenda? Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a que le silence du désert et les tambours lents d'une Afrique qui se cherche encore.